selon les négociateurs, donc tous les États membres de l'Union européenne qui ont encouragé l'Europe à se lancer dans des négociations avec les États-Unis, le fait de créer un marché transatlantique, puisque c'est bien l'enjeu de ces négociations, c'est d'élargir le marché unique européen à une échelle transatlantique, donc en incluant dedans les États-Unis, le Canada et toute une série d'autres pays. Mais donc, le but serait, et je dis bien serait, pour ceux qui le défendent, de sortir de la crise et de relancer la croissance et l'emploi. Donc selon eux, ce serait tout à fait bénéfique pour le monde du travail. Leur raisonnement, c'est le suivant, c'est de dire, ben voilà, on est aujourd'hui dans une situation de crise, donc on ne produit pas assez. Si on veut produire plus, eh bien, il suffit d'ouvrir le marché américain aux entreprises européennes, parce que s'il y a plus facilement accès pour les entreprises européennes, mais du coup on va faire plus d'exportations. Si on fait plus d'exportations, on va faire augmenter le chiffre d'affaires des sociétés européennes. Si on augmente le chiffre d'affaires et la production, on va augmenter l'emploi, et donc tout le reste suivra. Donc il y a un peu l'idée comme ça que l'ouverture des exportations est un peu la clé royale, la sortie de crise pour aider les entreprises européennes à exporter davantage, etc. etc. Et côté États-Unis, on fait exactement le même discours, mais là en expliquant que c'est grâce au fait que les entreprises américaines auront davantage accès au marché européen qu'elles vont pouvoir sortir de la crise. Alors, ce discours-là, moi je mets en garde sur deux points. Le premier, c'est le regard historique. C'est que ce discours de créer des marchés plus grands pour sortir de la crise, on nous l'a déjà fait ici en Europe, entre 1986 et 1993, au moment où on a créé le marché unique européen. À l'époque, les arguments étaient typiquement les mêmes. C'est-à-dire, regardez en Belgique, vous êtes une économie beaucoup trop petite, donc si on fait un grand marché européen, vous allez voir que les entreprises belges vont exporter davantage. Si elles exportent davantage, ça va créer de la croissance et de l'emploi, et que tout le monde va être heureux. Or, le marché unique européen, il existe depuis 1993, donc on a plus de 20 ans de recul sur cette histoire-là, et si ça marchait, ben ça se saurait, puisqu'on serait en pleine période de création d'emplois, de prospérité, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas, pourquoi? Et là, c'est le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est parce que l'économie, c'est pas du tout une affaire uniquement quantitative. Dans tous les raisonnements promouvant la création du marché transatlantique, tous les raisonnements sont toujours de l'ordre quantitatif. C'est consiste à dire, si on fait des marchés plus grands, plus d'exportation, plus de création de produits, plus d'emplois, plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, et tout le monde est heureux. C'est toujours un raisonnement quantitatif. Or, et particulièrement quand on est de gauche, je pense qu'il est important de se rendre compte que l'économie, c'est au moins, et si pas plus, une affaire qualitative. Et donc je vais prendre une bête comparaison, mais si on compare ce qui se passe en Belgique entre encore aujourd'hui ou ce qu'il y avait il y a 150 ans d'ici. Donc si on avait eu cette discussion au milieu du 19e siècle, ben, je pense qu'on n'aurait pas eu cette discussion-là, parce que la plupart d'entre nous n'aurions pas eu de temps libre pour avoir cette discussion. Bien pire, la plupart d'entre nous n'auraient pas eu l'autorisation de se réunir pour causer politique. Parce qu'à l'époque, ben oui, le droit de vote, il était réservé à une élite. Et en termes de droits sociaux des travailleurs, ça se résumait à quoi? Ben à travailler 6 jours semaine, 13, 14, 15, 16 heures par jour, pour des bouchées de pain, sans avoir le droit de se plaindre. Et quand on voulait se réunir ou manifester, ben, il y avait quand même la police qui intervenait. Et parfois, il y avait des morts. Et je vais ajouter qu'on avait aussi un carnet de travail que le patron remplissait. Et donc, si on quittait un emploi et qu'on voulait en retrouver un nouveau, on était obligé de montrer son carnet qui était rempli par le patron. Donc, autrement dit, si vous étiez une forte tête, vous pouviez oublier de trouver du boulot. Oui, vous n'auriez pas trouvé du boulot, par exemple, je vois bien. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire une chose qui est vitale, c'est que l'économie, c'est pas uniquement une chose quantitative, mais c'est que c'est du qualitatif aussi. Et notamment, ben, toutes les conquêtes sociales qu'on a faites au cours du XXe siècle, ça a été justement de faire en sorte de changer les règles du jeu de l'économie. Ça a été de faire en sorte qu'il y ait de la concertation sociale, qu'il y ait des concertations sectorielles, qu'il y ait des droits syndicaux au minimum, qu'il y ait des droits sociaux au minimum, et notamment des financements de systèmes de sécurité sociale. Et donc ça, c'est le truc sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est de dire, quand on veut regarder ces histoires de marché qui grandissent à travers des négociations politiques, il faut bien se souvenir que l'argument quantitatif n'est vraiment qu'une part du problème, mais que l'argument qualitatif, il est au moins ainsi essentiel. Et justement, au-delà du fait que l'argument quantitatif, à mon avis, ne va pas être superbement rempli, sur l'argument qualitatif, il y a énormément de choses à dire en termes de démocratie économique et en termes de perte de démocratie économique à travers ces négociations. Et donc, comme je dois me limiter à un quart d'heure et qu'il me reste 10 minutes, je vais insister sur 2 points seulement. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on voit apparaître quand on fait des marchés plus grands? La première chose qu'on voit apparaître, c'est des fusions et acquisitions d'entreprises. Ça n'a l'air de rien, mais quand le marché unique européen est né, moi je me souviens que les journaux parlaient, ils ont tous commencé à aborder un nouveau sujet d'actualité,
qui n'existait pas auparavant, et ce sujet c'était des fusions et acquisitions d'entreprises. C'est assez logique parce que si un marché grandit, ça veut dire qu'une entreprise peut accéder à d'autant plus de consommateurs, et donc elle peut atteindre une taille critique plus grande, pour autant que les règles du jeu politique lui autorisent, mais dans le cadre des négociations transatlantiques, comme dans le cadre du marché unique européen, évidemment qu'on va autoriser les sociétés européennes et américaines à rentrer dans des logiques cannibales de fusion et acquisition d'entreprises. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, en quoi est-ce que c'est mauvais pour l'emploi, ça, et pour justement ce que j'appelle moi la démocratie économique? C'est mauvais parce que finalement, quand on pense à ce qui se pensait quand il y avait vraiment de la concertation sociale en Belgique, vous aviez un patron qui était localisé plus ou moins près de son usine, en tout cas c'était vraiment son usine, et des travailleurs qui pouvaient avoir de mauvais ou de bons rapports avec ce patron, mais qui savaient où aller trouver ce patron quand il s'agissait de négocier des choses. Or, dès qu'on rentre dans des logiques de fusion et acquisition, la logique est toujours la même. C'est qu'entre l'endroit où on travaille et l'endroit où la décision stratégique de l'entreprise se prend, il y a des milliers de kilomètres qui s'installent. Et donc ça, c'est une perte de démocratie économique terrible. Moi, je suis formateur syndical, c'est mon boulot principal. Mais le nombre de gens qui travaillent dans des multinationales, donc délégués d'entreprise, et qui me disent « mais nous, on n'a plus un patron, on a un pantin, on a une marionnette ». Parce qu'à chaque fois qu'on lui demande un truc, et que c'est pour avoir de nouvelles conquêtes ou de nouveaux acquis, chaque fois la réponse est la même, c'est « ah, désolé, c'est pas moi qui prends la décision, je vais consulter le siège social qui est situé à l'étranger ». Et donc, il y a là, en termes de concertation sociale, donc autrement dit en termes de démocratie économique, une réelle perte quand on agrandit la taille des marchés. Il y a déjà eu cette perte-là de démocratie économique avec les règles du jeu qu'on a choisi de mettre en place au moment du marché unique européen. Mais si demain on passe à un marché transatlantique, l'ignoble qui se met déjà à se développer depuis pas mal d'années maintenant va encore prendre une mesure plus ignoble, et donc cette logique-là ne va faire que se renforcer. Or, si cette logique-là se renforce, pour le monde du travail, donc les gens qui dépendent d'un salaire pour vivre, ça va être catastrophique, parce que dès que leur boîte a fusionné et est possédée par un propriétaire étranger, on a des logiques à la ArcelorMittal, quoi. Donc c'est, écoutez, vous êtes bien gentil, mais j'en ai plus rien à foutre de chez vous, de toute façon je délocalise, et surtout je ne revends pas l'usine, parce que ce qui m'intéresse, c'est de ne pas avoir de nouveaux concurrents. Voilà. Et donc ça, c'est le premier point important, qui, et je vais insister là-dessus, est aussi un point négatif pour les PME et les indépendants. Parce que, Jean-Claude, si tu permets, merci beaucoup, parce qu'on t'entend, la salle résonne, c'est pour ça. Mais donc, c'est aussi négatif pour les PME et les indépendants, dans le sens où, si moi, demain, je suis un indépendant qui travaille et vend mes produits, j'ai 5 ou 6 concurrents qui ont plus ou moins ma taille, on a des chances de s'en sortir. En tout cas, on va dire que la concurrence va être loyale, pour reprendre un mot que l'Union européenne apprécie beaucoup. Mais si je suis un indépendant de petite taille et que mes concurrents sont des empires marchands qui ont des chiffres d'affaires colossaux, qui peuvent casser les prix pendant 6 mois, alors que moi, pendant 6 mois, je dois manger tous les jours, j'ai aucune chance de survivre le jour où ils me mettent vraiment en concurrence sur mon secteur d'activité. Et donc, cette logique de perte de démocratie économique à travers les fusions et acquisitions d'entreprises, elle est négative aussi bien pour les travailleurs que pour la plupart des indépendants et des PME. Donc, premier argument important, qui est un argument justement qualitatif. Deuxième argument important, c'est ce que j'appelle le shopping législatif. J'aime bien ce terme parce que je trouve qu'il est le bon synonyme au mot du libre-échange. Donc quand l'Europe et les États-Unis sont en train de négocier la création d'un marché transatlantique, ils disent « ne vous inquiétez pas, on est en train de négocier un accord de libre-échange pour faire en sorte que les produits circulent mieux, et dans le libre-échange, il y a le mot liberté, et la liberté c'est toujours sympathique ». Moi je trouve que le mot libre-échange est un sale mot, qui trahit vraiment ce à quoi il revient concrètement. Et donc, quand on fait des accords de libre-échange, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et là, je pourrais aussi bien vous prendre l'exemple du marché unique européen que les négociations actuellement menées entre l'Europe et les États-Unis. On fait en sorte que les produits, les marchandises, les services, les investissements, autrement dit les lieux de production, puissent circuler le plus librement possible sur le nouveau marché concret. Mais ça implique souvent de changer certaines règles du jeu, notamment certaines lois, certaines normes. On revient sur le marché unique européen, oui, il y avait des normes qui n'étaient pas spécialement identiques en Espagne, au Portugal, ou en Belgique, ou en France. Entre 86, moment où on a pris la décision de créer le marché unique européen, et 93, moment où il est né, qu'a fait le monde politique? Il a énormément travaillé à justement soit prendre des normes identiques, donc harmoniser les normes, soit de dire tes normes à toi sont aussi valables chez moi désormais. Et donc il y a eu ce gros travail politique qui est exactement le travail politique que sont en train de mener les négociateurs aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. Et donc bref, quand on crée un marché unique,
on harmonise énormément de choses, de manière à ce que justement les biens, les produits et les services des entreprises puissent circuler librement. Il y a par contre des choses qu'on n'harmonise jamais. Et ce qu'on n'harmonise jamais, c'est le niveau des salaires, c'est le niveau de la protection sociale, c'est l'impôt sur le bénéfice des sociétés, c'est, tiens, est-ce qu'on finance ou pas des systèmes de sécurité sociale? Autrement dit, c'est tout ce qui a fait la démocratie économique de pays comme la Belgique ou la France, enfin tous les endroits du monde où le monde du travail a gagné certains droits, eh bien tout ça n'est jamais harmonisé dans un espace de négociation, de libre-échange. Parfois, ça dépend un petit peu le secteur qu'on va regarder, le niveau où ça se passe, parfois les contraintes environnementales ne sont pas non plus harmonisées. En Europe, il y a des endroits où il y a des pans de la législation environnementale qui ne sont pas harmonisés, et puis il y a toute une série de choses qui sont harmonisées. Mais donc, bref, au niveau du social, au niveau du fiscal, et parfois au niveau de l'environnement, il y a toute une série de choses qu'on n'harmonise absolument jamais. Et donc, ça donne quoi une fois qu'on crée justement cette zone de libre-échange? Ça donne le fait que les entreprises, elles se retrouvent avec un espace immense, par exemple au niveau européen, 28 pays différents, dans lequel elles peuvent faire circuler leurs produits, leurs investissements et leurs marchandises sans aucun problème. Donc elles sont installées en Roumanie, en Pologne, en Belgique, peu importe. Tous les consommateurs du marché unique européen peuvent être touchés par les produits des entreprises puisqu'il n'y a plus aucun frein aux échanges. Mais en même temps, le niveau des salaires, il n'est pas le même en Belgique ou en France, ou surtout en Roumanie. Le niveau qu'on exige d'impôt sur le bénéfice des sociétés, il n'est pas le même en France ou en Irlande. La sécurité sociale, elle existe dans une partie de l'Europe. Dans une majeure partie de l'Europe, il n'y a aucun système de protection sociale. Et donc ça donne quoi? Ça donne justement que le libre-échange, il revient pour les entreprises multinationales à pouvoir faire du shopping législatif. Ça veut dire pouvoir jouer sur ses coûts de production en choisissant les zones du marché en question où c'est la tyrannie économique qui l'emporte. Donc où les travailleurs n'ont aucun droit, où on ne réclame pas d'impôt sur le bénéfice des sociétés, où on ne finance pas de système de solidarité et de sécurité sociale, où le niveau des salaires est ridiculement bas, etc. Et c'est bien là le problème principal pour moi de ce genre de logique-là, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est que cette logique dite du libre-échange, elle permet vraiment aux multinationales de mettre en concurrence des systèmes législatifs concurrents, mais sur un critère qui est le coût de production. Donc le critère principal n'est plus le bien-être, n'est plus de vivre dans une société relativement harmonieuse où chacun a des droits et des devoirs. Non, le but c'est de pouvoir dire, moi multinationale, là où on va m'imposer des devoirs, je ne vais plus y aller, je vais délocaliser, là on me donne plein de droits. Et quand on y pense, que ce soit en termes social ou en termes de démocratie, c'est une aberration de vouloir fonctionner dans ce genre de système. C'est déjà une aberration aujourd'hui avec le fonctionnement concret du marché unique européen qui permet aux entreprises multinationales de mettre en concurrence 28 gouvernements, 28 niveaux de salaire, 28 niveaux d'impôts différents. Eh bien, créer demain un grand marché transatlantique, c'est dire aux multinationales, on a agrandi le magasin. Vous aviez auparavant 28 pays différents, donc 28 rayons salaires différents, 28 rayons impôts différents. Eh bien, on vous en rajoute 50 avec les 50 États américains. Et donc maintenant, vous pourrez faire du shopping législatif, non plus entre 28 États, mais entre 78 États. Si on veut me faire croire que ça peut être porteur de bien-être, d'amélioration des conditions de vie des gens et d'amélioration des conditions de travail, il faut vraiment être très naïf pour le croire. Il faut justement se concentrer uniquement sur le volet quantitatif de l'économie et ne jamais voir la part qualitative. Or, la part qualitative, dans l'histoire de pays comme la Belgique, comme la France ou même dans l'histoire de pays entiers, elle est déterminante. C'est parce qu'à un moment donné, on change les règles du jeu de l'économie, qu'on équilibre les droits et les devoirs entre chacun, qu'on arrive justement à avoir un système qui fonctionne de façon plus ou moins, je ne vais pas dire égalitaire, mais plus ou moins juste, ou totalement de façon injuste. Et donc c'est pour ça que moi je pense, pour ces deux raisons-là, fusion-acquisition, mais aussi droit des multinationales de faire du shopping législatif, que agrandir le marché unique européen au Canada, aux États-Unis et à toute une série d'autres pays dans le monde est non seulement un crime contre le monde du travail, mais est aussi un crime contre la démocratie. Je ne vais pas insister plus lourdement parce que vous aurez d'autres interventions qui vont revenir sur des enjeux démocratiques et des enjeux écologiques qui sont tout aussi importants que ceux que je viens de dire. Je vais juste quand même faire une précision, c'est qu'on nous a demandé de faire un petit exposé présentant le problème pendant un quart d'heure. Le constat que j'ai fait, c'est pour se rendre compte du danger effectivement de ce truc-là, mais c'est aussi pour se dire ne baissons pas les bras et réagissons parce qu'il y a plein de moyens d'action qui ont déjà fait bousculer pas mal de choses dans les prises de position des uns et des autres. Et donc ce fameux marché transatlantique ou l'accord avec le Canada,
Ils ne sont pas encore signés aujourd'hui en termes de passage par les parlements, voire même par le Conseil des ministres. Et donc, à l'heure où on parle, on peut toujours espérer faire capoter ces projets détestables. Voilà, je vous remercie.